Nous allons faire ensemble pas à pas une épreuve sur corpus sur la poésie. Pour l'exemple, j'ai pris le sujet des Annales des Antilles, série L de 2015. La question sur corpus, c'est une épreuve de rapidité. On se fixe 45 minutes maximum pour obtenir 4 points, puis on passe à l'épreuve d'écriture qui est notée elle sur 16 points. Pour être efficace, on va tout de suite repérer ce qu'on attend de nous, avant même de lire les extraits. L'objet d'étude, la question sur corpus et la liste des œuvres vont nous donner tous les éléments importants, le quoi, le comment et le pourquoi. Le quoi, c'est quoi ces textes qu'on nous propose, quel genre, quel type de discours, quel mouvement littéraire, quel registre. Le comment, quels sont les indices importants dont nous allons avoir besoin? Est-ce qu'on va plutôt travailler sur la structure, les personnages, les lieux, les temps, les images? On n'a pas le temps de tout voir, il faudra tout de suite sélectionner le plus pertinent pour guider notre regard. Le pourquoi, quelles sont les véritables intentions derrière ces textes? Pourquoi ces textes nous sont-ils proposés? Quel est l'axe de lecture que nous allons privilégier? L'objet d'étude nous donne déjà quelques informations, la poésie comme une manière de donner du sens. Vous avez travaillé ce sujet d'étude pendant l'année, vous savez que vous pouvez éventuellement mobiliser les problématiques privilégiées en poésie, les émotions, la musicalité, les images. Regardons maintenant la question. Quels effets les poètes recherchent-ils à travers les scènes de bataille du corpus? Les effets confirment que nous allons chercher des émotions provoquées chez le lecteur, mais on pourra aussi éventuellement trouver de la poésie engagée, qui cherche à impliquer et à persuader le lecteur. Il sera donc important de repérer comment se positionne le poète par rapport à son lecteur. Si ces poèmes représentent des scènes de bataille, nous aurons certainement à un moment donné le registre épique et les procédés qui vont avec, un champ lexical guerrier, un rythme ample avec des phrases longues, et des métaphores liées à des hyperboles, c'est-à-dire des effets d'amplification et d'exagération. Regardons maintenant la liste des textes. La chanson de Roland, vous connaissez certainement, au moins de réputation, ce long poème épique du Moyen-Âge. C'est une chanson de geste. On y trouvera la valorisation des exploits guerriers avec un parti pris pour Charlemagne et ses chevaliers. Le poète chante et donne son avis. Il sera important de repérer la voix à travers le poème. On trouvera certainement des hyperboles. Par contre, on ne pourra pas vraiment se fier à la musicalité et au rythme, car c'est un poème qui est traduit de l'ancien français. La légende des siècles est un immense recueil de poèmes de Victor Hugo. Comme son nom l'indique, c'est une grande fresque qui raconte l'histoire des hommes. On pourra avoir à la fois de l'émotion, peut-être un parti pris satirique. On verra. Dans tous les cas, la voix du poète sera intéressante à repérer. Vous connaissez la poésie de Victor Hugo, on peut s'attendre à des métaphores, à des hyperboles grandioses et à des effets de contraste saisissants. Le poème « Soir de bataille » est un sonnet tiré du recueil Les Trophées de Hérédia. Vous n'êtes pas obligé de le connaître, mais vous l'avez peut-être déjà rencontré, c'est un grand poète parnassien. On aura probablement un lexique et une esthétique sophistiqués. Les métaphores et les hyperboles ne sont pas à exclure non plus. Le Grand Combat est l'un des poèmes les plus connus de Henri Michaud. Il se trouve dans un recueil qui s'intitule « Qui je fus ». Vous le connaîtrez peut-être si vous avez exploré la poésie du XXe siècle. Au XXe siècle, la poésie exprime pas mal de doutes métaphysiques. On est en 1927, en plein dans la révolution surréaliste. Il y aura certainement une influence de ce mouvement. Si vous connaissez Michaud, vous savez qu'il invente des mots. Cela donne une raison supplémentaire de s'intéresser au lexique. Je récapitule, nous allons donc lire ces différentes représentations poétiques de scènes de bataille en cherchant notamment quelles sont les différentes émotions et les différentes manières d'impliquer le lecteur. On sera surtout attentif à certains phénomènes comme la présence de la voix du poète, les métaphores qui seront certainement liées à des hyperboles et le lexique, qu'il soit spécialisé, précieux ou inventé. Pour gagner du temps, je vous conseille de souligner et de marquer les phrases les plus riches et les plus importantes dès la première lecture. Pour l'exemple, je propose qu'on se concentre ensemble uniquement sur des passages clés. Si vous voulez travailler sur les extraits entiers, tous les liens se trouvent en description. Premier extrait, il s'agit d'une scène de bataille qui se déroule en Espagne. Nous allons donc chercher les 3 procédés qui illustrent le mieux l'effet provoqué par cette bataille. La bataille s'est durcie entre-temps. Francs et païens y portent des coups merveilleux. Les uns frappent, les autres se défendent. Que de hampes brisées et sanglantes. Que de gonfanons et que d'enseignes déchirées. Que de bons Français y perdent leur jeune vie. Les Français y perdent leur meilleur champion. Ils ne reverront plus leur père, ni leurs parents, ni Charlemagne qui les attend au port. En France, il y a une extraordinaire tourmente. Et en vérité, c'est un tremblement de terre. De Saint-Michel-du-Péril jusqu'à Sens, de Besançon jusqu'au port de Ouessant, il n'y a pas de maison dont un pan de mur ne se crève. Personne ne voit cela sans être frappé d'épouvante. La plupart disent « c'est le terme fatal, la fin du monde qui est devant nous ». Dans la chanson de Roland, le poète prend parti. Les bons Français s'opposent aux païens. Il nous fait compatir au sort des meilleurs champions qui ne verront plus jamais leurs parents. Il fait même participer les Français qui ne combattent pas en leur donnant la parole au discours direct. Il s'agit de toucher le lecteur, de l'impliquer dans l'événement raconté. Le narrateur met en valeur ses propos avec des images extraordinaires. Ce sont des hyperboles, des figures d'exagération. Regardez, la bataille devient un tremblement de terre dans toute la France. Pas une maison n'est épargnée.
Ces phénomènes constituent une métaphore. La bataille est tellement violente qu'elle est comparée à l'apocalypse. Le poète veut provoquer une émotion de terreur et d'admiration. Nous sommes en plein dans le registre épique. Un lexique un peu spécialisé permet d'énumérer la variété des drapeaux portés, les hampes, les gonfanons, les enseignes. Les noms de lieux, très précis, évoquent un territoire cohérent et indivisible. En effet, ce texte a un objectif politique, c'est un récit qui affirme l'unité d'un royaume. Nous avons donc trouvé 3 procédés qui illustrent bien l'effet provoqué par la bataille, la voix du poète, des images extraordinaires et un lexique particulier. Je vous propose de garder au maximum ces indices pour analyser les autres textes. Deuxième extrait, Victor Hugo donne la parole à son oncle qui raconte à ses neveux la bataille d'Eylau. L'atmosphère est particulièrement sombre, l'affrontement a lieu dans un cimetière en Russie en plein mois de février. Berthier, prince d'Empire et vice-connétable, chargea sur notre droite un corps hanovrien avec 30 escadrons, et l'on ne vit plus rien qu'une brume sans fond de bombes étoilées, tant toute la bataille et toute la mêlée avaient dans le brouillard tragique disparu. Un nuage tombé par terre horrible, accru par des vomissements immenses de fumée. Enfin, c'est là-dessous qu'étaient les 2 armées. La neige en cette nuit flottait comme un duvet, et l'on s'exterminait, ma foi, comme on pouvait. On faisait de son mieux. Pensif dans les décombres, je voyais mes soldats rôder comme des ombres, spectres le long du mur rangés en espalier. Et ce chant me faisait un effet singulier, des cadavres dessous et dessus, des fantômes. Dans ce passage de la légende des siècles, le poète donne la parole à son oncle, qui s'adresse directement à ses neveux. Il témoigne « je voyais » et il donne son avis, ma foi. Les soldats sont désignés par des pronoms indéfinis, on s'exterminait, on faisait de son mieux. Tous ces éléments vont encore plus loin que dans la chanson de Roland, cela crée une véritable proximité du lecteur avec le narrateur. Comme dans la chanson de Roland, la bataille est accompagnée de phénomènes météorologiques extraordinaires, qui sont un mélange d'hyperboles et de métaphores. Les boulets sont comparés à des étoiles, ils percent l'obscurité. La brume est sans fond, le brouillard est tragique. Le nuage soulevé par la bataille est une véritable nuit où il neige. Avec ces images apocalyptiques, Victor Hugo fait un tableau saisissant et en mouvement, qui contribue au registre épique. C'est ce qu'on appelle une hypotypose, une description vivante et animée pour frapper son auditoire. Cette hypotypose terrifiante participe au registre épique. Victor Hugo utilise aussi un lexique qui souligne l'omniprésence de la mort, les ombres, les cadavres et les fantômes. L'armée semble composée de morts-vivants. Cela donne à toute la scène de bataille une dimension surnaturelle, où les vivants sont déjà condamnés, tandis que les morts sont encore dans l'agonie. Cette atmosphère fantastique provoque un sentiment de malaise. Pour le 3e texte, le sonnet de Heredia, qui s'intitule Soir de bataille, je n'ai gardé que les 2 tercets qui comportent tous les éléments dont nous allons avoir besoin. Le poème relate un événement historique de l'Antiquité, la victoire de Marc-Antoine sur les Parthes. C'est alors qu'apparut, tout hérissé de flèches, rouge du flux vermeil de ses blessures fraîches, sous la pourpre flottante et les reins rutilants, au fracas des buccins qui sonnaient leurs fanfares, superbe, maîtrisant son cheval qui s'effare, sur le ciel enflammé, l'impérator sanglant. Le poète ne s'exprime pas à la première personne, mais il montre la scène comme s'il y était. C'est alors qu'apparut l'impérator. Le complément d'objet est retardé au maximum pour créer un effet d'attente et de suspense. Le passé devient du présent, le lecteur est pour ainsi dire suspendu aux lèvres du poète. Heredia utilise aussi des hyperboles liées à des métaphores. Il fait un tableau rouge sur rouge. Le sang des blessures coule comme un flux, c'est-à-dire comme une source ou comme la marée montante. Le ciel est enflammé, il est à la fois rouge et brûlant. Par rapport à Victor Hugo, Heredia accentue l'aspect pictural et esthétique. Le tableau fige le guerrier dans une pose impressionnante. Heredia utilise un lexique sophistiqué pour donner une couleur historique à son poème. Les buccins sont les trompettes militaires utilisées à l'époque. Imperator est le titre des généraux romains vainqueurs. Le lecteur est alors transporté dans une antiquité idéalisée. 4e texte, le grand combat d'Henri Michaud. Je vous lis le poème en entier car c'est un texte très court et très riche, vous allez voir. Il l'emparouille, il l'endosque contre terre, il le rague et le roupette jusqu'à son drâle. Il le pratelle et le libuque et lui baruffle les ouillets. Il le tocarde et le marmine, le manage, rapari et ripara. Enfin, il l'écorcobalisse. L'autre hésite, s'espudrine, se défesse, se torse et se ruine. C'en sera bientôt fini de lui. Il se reprise et s'emmargine, mais en vain. Le cerceau tombe qui a tant roulé. Abra, abra, abra! Le pied a failli, le bras a cassé, le sang a coulé. Fouille, fouille, fouille. Dans la marmite de son ventre est un grand secret. Mégères alentours qui pleuraient dans vos mouchoirs, on s'étonne, on s'étonne, on s'étonne, et vous regarde. On cherche aussi, nous autres, le grand secret. La présence du poète dans le poème est énigmatique, à travers le pronom indéfini et la première personne du pluriel. On s'étonne, on cherche aussi, nous autres. Ces pronoms personnels peuvent inclure le lecteur, les mégères, l'humanité entière. Tous ceux qui cherchent le grand secret. Le poème prend alors une dimension allégorique, une image concrète représente une idée abstraite. Le grand combat est une recherche du grand secret. Le point commun est laissé à l'interprétation du lecteur, la recherche du sens de la vie, de la vérité, de l'apaisement.
Les effets d'intensité se trouvent dans les exclamations, dans les répétitions acharnées et dans l'accumulation de verbes d'action. L'affrontement est d'une rare violence. Il n'y a rien de sublime dans ce combat. L'adversaire éventré est comparé à une marmite dans laquelle on fouille. Ce n'est pas une bataille épique, mais une lutte cruelle qui inspire des sentiments contradictoires de fascination et de dégoût. Le lexique est particulièrement original dans ce poème parce que la plupart des verbes d'action sont inventés. Emparouiller, endosquer, raguer, roupeter, prateler, etc. Et pourtant, cela ne crée pas vraiment de difficulté de compréhension. Ce lexique étrange transporte le lecteur dans un monde où la barbarie va au-delà des mots de notre langue habituelle. Maintenant que nous avons repéré les phénomènes et les idées importantes de chaque passage, on va pouvoir passer à la rédaction. En introduction, 3 étapes. On introduit le thème et l'objet d'étude, ensuite on présente les textes en les regroupant tant que possible par siècle et par mouvement, et enfin on reformule la question. Les scènes de bataille trouvent des expressions variées en poésie. Au Moyen-Âge, la chanson de Roland est un bon exemple de chanson de geste, qui valorise les exploits guerriers. Au XIXe siècle, Victor Hugo raconte avec admiration les campagnes de Napoléon, et d'autres poètes, comme Heredia, développent de nouvelles esthétiques sophistiquées. Au XXe siècle, un poète comme Henri Michaud donne au grand combat une dimension mystérieuse et métaphysique. Quelles sont les différentes émotions provoquées par ces représentations de batailles variées ? Dans le développement, vous allez à chaque fois confronter les idées proches dans 3 paragraphes différents. Regardez, dans un premier paragraphe, on peut comparer les différents positionnements du poète vis-à-vis de son lecteur. Dans le deuxième paragraphe, on va développer l'émotion produite par les métaphores et les hyperboles. Et à la fin, on va montrer l'intention profonde véhiculée notamment par le lexique utilisé. Premier paragraphe, montrez bien que chaque idée repose sur un exemple que vous citez entre guillemets et que vous analysez. Dans la chanson de Roland, l'auteur implique son lecteur en prenant parti pour les champions victorieux ou sacrifiés. Chez Hugo, le lecteur est mis à la place des enfants qui revivent avec leur oncle les campagnes napoléoniennes. Heredia crée une tension très forte pour mettre en valeur l'arrivée du général victorieux dans le dernier tercet. Chez Michaud, les pronoms personnels incarnent des voix mystérieuses que le lecteur est libre d'interpréter. Dans le deuxième paragraphe, on peut montrer comment les métaphores et les hyperboles produisent des effets variés. Dans la chanson de Roland, le tremblement de terre provoque la terreur et exalte le courage des combattants. Chez Victor Hugo, l'hypotypose plonge le lecteur au cœur d'une bataille terrifiante. Heredia privilégie une esthétique picturale avec une apparition finale sur fond rouge. Chez Michaud, l'exagération confine à l'acharnement et la métaphore de la marmite provoque un mélange de fascination et de dégoût. Dans le troisième paragraphe, on va confronter les différentes utilisations du lexique. Dans la chanson de Roland, il s'agit de montrer l'unité du royaume en évoquant les étendards et les villes frontières. Victor Hugo met en place une atmosphère sombre et fantastique qui va créer chez le lecteur un sentiment de malaise, tandis que Heredia dépeint une antiquité idéalisée. Dans le grand combat, Michaud invente des termes cruels et sophistiqués qui nous laissent entrevoir une barbarie au-delà des mots. S'il vous reste un peu de temps, vous pouvez terminer sur une petite phrase de conclusion, mais ne vous perdez surtout pas dans les différences, au contraire, insistez sur l'intérêt de l'aspect transversal du thème. À travers cette variété de scènes de combat, la création poétique illustre les sentiments contradictoires inspirés par la violence. L'admiration et la terreur, la fascination, le malaise et le dégoût. À travers ces scènes de bataille, on trouve une émotion esthétique persistante. Je vous propose maintenant de vous rendre en description pour accéder à toutes mes ressources méthodologiques sur le bac de français. Au revoir.